Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce premier webinaire d'une petite série autour des Core Web Vitals. Donc aujourd'hui, on va parler du LCP avec Stéphane qui est avec nous et qui donc vous présentera le webinaire d'aujourd'hui. Je vous propose qu'on attende quelques instants. Je vous propose qu'on attende quelques instants pour laisser les derniers arriver. On va attendre une petite minute avant de commencer. En attendant, vous avez sur un onglet chat et un onglet questions. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre directement dans cet onglet-là. On pourra y répondre à la fin. Ça sera plus facile pour nous de les retrouver et d'être sûr qu'on réponde bien à toutes vos questions. Et je crois qu'il y a un système aussi de vote sur les questions. Donc, vérifiez si la question a déjà été posée et puis mettez un vote, comme ça on pourra en plus les trier et puis répondre à celles qui sont les plus importantes. Exactement. Je propose qu'on démarre, il est 31, comme ça on essaye de rester au maximum dans les temps. Donc, je vous dis à tout à l'heure et je te laisse la parole. Attends. On vérifie que ça fonctionne bien. Vous voyez tous l'écran. J'imagine que oui, puisque tout le monde, on a fait les essais avant. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus à ce webinaire pendant lequel on va parler des Core Web Vitals et plus particulièrement du LCB. Je vous demande juste 2 secondes. Ça commence fort, il y a déjà des travaux. On va parler du LCP. Voilà. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? On va rapidement présenter un peu Fastorize ce qu'on fait, dire un mot sur quand même les Core Web Vitals, ce que c'est, et leur place dans le contexte WebPerf et SEO. Et puis après, on se focalisera sur le LCP, comment le mesurer et puis comment l'améliorer. Allez, c'est parti. Donc, si vous êtes là, j'espère que c'est parce que vous vous souciez de la vitesse de votre site. Hein. C'est bien parce que aussi les visiteurs aussi, vos utilisateurs aussi sont soucieux de la vitesse de votre site. Et moi, j'aime bien rappeler cette métrique-là toute simple, cette mesure toute simple. Au bout de 3 secondes, la moitié des gens sont déjà partis de votre site. Et puis, je pense que vous pouvez vous le constater. Quand vous surfez sur un téléphone, si au bout de 3 secondes, il n'y a pas de contenu qui arrive, eh bien, vous abandonnez. Il y a même des études qui placent ce critère vitesse comme premier parmi les attentes des internautes mobiles. Bref, vous avez raison de vous intéresser à la vitesse et moi, c'est pour ça que je m'y intéresse depuis des années et c'est pour ça que j'ai créé Fastorize. Alors, Fastorize, ça a été créé en 2011. On a lancé notre produit en 2014. On fait ce qu'on appelle du front-end optimization. On est leader européen sur cette techno-là. Et puis moi, avant Fastorize, j'ai passé 10 ans comme CTO de rudycommerce.com. Donc, je connais pas mal toutes ces problématiques de e-commerce, de SEO en général. On travaille pas mal avec des partenaires, notamment on fait le classement pour le journal du net tous les mois, classement WebPerf. Tous les mois, qui va classer les sites web selon 3 verticales sur ceux qui ont les meilleures performances. On est bien copains avec Google puisque Google aime la vitesse et donc nous aide bien. Et coucou à nos amis de Google qui, j'espère, assistent à ce webinaire. Et on est co-créateur, co-organisateur d'un événement qui me tient à cœur, qui s'appelle Wheel of Speed, qui a eu lieu à Lille et à Bordeaux ces 2 dernières années et qui aura lieu, je pense, de façon virtuelle en ligne cette année, alors que ça devait être organisé dans ma belle ville de Lyon. On traite aujourd'hui plus d'1 milliard de pages vues par mois. Et ça représente pas mal d'économies pour les internautes. Donc c'est intéressant aussi pour les internautes, pour les utilisateurs finaux. On est une référence de la WebPerf, j'hésite pas à le dire. On produit pas mal de contenu, on sponsorise pas mal
d'événements, on a des livres blancs, on a pas mal de livres blancs sur pas mal de sujets. Un des derniers, c'était l'étude sur l'impact des third parties, et puis qui était associé à un webinaire sur les third parties. De la même façon, les webinaires sur les Core Web Vitals vont être associés à un dossier Core Web Vitals que vous pouvez vous procurer déjà aujourd'hui, il me semble. On a des clients de toutes les tailles, dans tous les secteurs, principalement des sites de e-commerce avec des problématiques toutes plus variées les unes que les autres. Et donc, on est capable de traiter un peu tous les sujets en termes de e-commerce et donc accélérer les sites de e-commerce, tout type de sites de e-commerce. Le principe, c'est une solution software as a service, donc qui est indépendante du navigateur, qui est indépendante du device utilisé et qui est indépendante du CMS utilisé. Ça peut être un peu tous les CMS, y compris les CMS propriétaires, et tout ça est drivé par une équipe d'experts WebPerf qui vous accompagne tout au long de la mise en place et encore après. Le principe est simple, c'est, si vous connaissez le principe du CDN, c'est la même chose. C'est un CDN nouvelle génération. Donc, on va s'intercaler entre le client, l'internaute et le serveur web d'origine, et on va analyser, optimiser le contenu en temps réel et le servir, optimiser à l'internaute. Et bien évidemment, tout ce qu'on peut cacher, on va le cacher. En termes de SEO plus spécifiquement, puisque on a pas mal de gens qui font du SEO dans l'audience, on a des fonctionnalités qui sont spécifiques pour le SEO. Alors là, j'ai mis un graphe que certains ont déjà constaté, c'est-à-dire que quand on améliore grandement la vitesse du site, ben, les pages, le nombre de pages crawlées augmente sérieusement. Donc, on améliore la performance générale du site. On fait du cache spécifique pour les bots, on a bien sûr du CDN, on gère les redirects HTTP vers HTTPS quand c'était utile. Maintenant, tout le monde quasiment est en HTTPS. Mais aussi, on va plus loin, on fait des choses un peu plus intéressantes comme fournir les logs, déposer les logs chez nos amis dans le crawl Botify pour analyse. Et encore plus intéressant, on fait des choses sympathiques comme de l'URL rewriting. On gère complètement l'URL rewriting, que ce soit au niveau de la page ou au niveau du proxy. Et puis, on est aussi capable de gérer le robot TXT. Et donc de donner accès à un robot TXT virtuel qu'on peut piloter facilement depuis une console, plutôt que de faire appel à des équipes IT ou voire exploit. On a une activité aussi d'audit et d'accompagnement. Donc l'audit chez nous est une activité qui a lieu, qui existe depuis plusieurs années maintenant, mais qu'on a réellement développé cette année et l'année dernière. La différence avec ce que font nos petits camarades en termes d'audit, c'est que on n'est pas un outil d'audit automatisé. On ne va pas donner des recommandations qui sont automatisées sur réduire la taille de vos images. Ça nous intéresse pas. On va vraiment se focaliser sur ce qui fait la spécificité du site et donc le fonctionnel du site. Bien évidemment, il y aura des choses qui sont basiques et qui sont ressorties par les outils classiques, mais on va réellement tenir compte de la spécificité du site, et ça produit des audits avec une liste de recommandations qu'on va pouvoir prioriser et que ça va nous donner un plan d'action. Voilà. On fait aussi de l'accompagnement. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner sur la durée nos clients sur la WebPerf, et donc d'aller les aider sur tout un tas de sujets qui ont attrait à la WebPerf. Et le plus bel exemple, c'est le travail qu'on a fait avec Rudy Commerce, qui était dernier du classement du JDN et puis qui s'est retrouvé premier pendant 18 ou 24 mois. Et puis, je crois que chez Conforama, on commence aussi à avoir de bons résultats. Donc, l'accompagnement est un bon complément de notre solution SaaS. Alors,
Avant de nous concentrer sur le LCP, on va faire un petit rappel de ce que c'est que les Core Web Vitals, dont tout le monde parle, et la place qu'elles prennent dans l'écosystème WebPerf et SEO. Alors, si vous avez suivi le webinaire de juillet, vous connaissez sans doute cette partie, mais ça fait toujours du bien de voir les choses plusieurs fois, ça aide à comprendre. Et puis, si vous ne l'avez pas suivi, je vous conseille de le regarder. Mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu pour la suite parce que j'ai quand même j'ai quand même résumé un certain nombre de choses dans ce webinaire. Alors, les Core Web Vitals, c'est ces 3 acronymes, 3 fois 3 lettres. Voilà, ça se résume à ça, les Core Web Vitals. Alors, c'est sûr que vous avez certainement vu passer ces trois lettres. Ces 3 acronymes, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces trois acronymes. Et pour ça, on va un peu rembobiner. Et on va essayer de comprendre pourquoi ces Core Web Vitals sont apparus. Donc, je ne vais pas refaire tout le film Google et la vitesse, mais globalement, depuis 2009, quand Google a pris une initiative qui s'appelait Let's Make the Web Faster, pour rendre le site, le web plus rapide par tous les moyens possibles. Depuis, c'est devenu leur mantra. Donc, Chrome a été lancé sur le concept de vitesse. Dans les Google Webmaster Tools, il y a très longtemps, il y avait déjà un suivi de la performance. Bref, la vitesse a été un sujet depuis 10 ans. Matt Cutts, en 2010, a lancé une petite... Donc, ce serait un critère de ranking. Bref, le Google s'intéresse à la vitesse et personne ne l'oublie. Et donc voilà, à partir de là, mon business, moi, est né. Merci Google. Bon, plus sérieusement, ça marque vraiment le départ de la prise en compte de la WebPerf pour le référencement naturel. Alors, pourquoi Google veut des sites rapides? Alors, selon moi, pour 3 raisons, et j'insiste, c'est selon moi. C'est des raisons non officielles. Donc, pour 3 raisons. La première, c'est optimiser le temps de crawl de Googlebot, que ce soit pour les 2 parties du crawl, la classique où il ne récupère que du HTML, et la plus récente où il fait le rendu de la page. Et donc là, c'est de l'économie d'échelle. Si vous gagnez 1 seconde sur des milliards de pages, vous imaginez le temps de CPU que vous gagnez, le nombre de machines que vous gagnez, c'est des coûts tout simplement. La deuxième raison, c'est un peu plus indirect, mais si les utilisateurs se sauvent quand le site est lent, avoir des sites rapides, finalement, ça permet de bien mesurer un taux de rebond qui est vraiment lié au contenu et pas lié à la vitesse. Et donc, on a un taux de rebond qui est un peu plus pur, entre guillemets, qui est vraiment lié au contenu. Et donc, si tous les sites étaient rapides, on serait sûr que les gens rebondiraient sur le site que parce que le contenu n'est pas pertinent. Donc, ça permet d'améliorer aussi la pertinence des résultats. Et puis la troisième raison, c'est celle que vous partagez avec lui, c'est la satisfaction utilisateur. Et dans votre cas, avoir un site rapide, ça joue principalement sur le taux de conversion. Mais dans le cas de Google, ça servira aussi à afficher plus de pubs. Google, c'est bien sûr une régie de pub. Et si dans son réseau, il y a des sites lents, on verra moins ces pubs, on cliquera moins dessus. Donc, il aime à pousser à avoir des sites rapides. Bon. Les Core Web Vitals, en quoi c'est nouveau et en quoi c'est important? Puisque donc on a vu que Google, jusque-là, était un chantre de la vitesse des sites. Qu'est-ce qui a changé avec les Core Web Vitals? En fait, ces Core Web Vitals, c'est un nouveau set de métriques pris en compte dans la mise à jour qu'on appelle Page Experience. Mais ces métriques, elles existaient déjà avant. On les a juste mis sur le devant de la scène il y a quelques mois. Il y a eu beaucoup de bruit autour de cette update, mais moi, j'aimerais un peu tempérer cette agitation. D'abord, les Core Web Vitals, ça représente une partie des signaux utilisés pour rendre compte de la Page Experience. Les autres signaux, c'est mobile friendly, safe browsing, HTTPS, et puis les interstitiels. Donc, et cette Page Experience, elle fait aussi partie de dizaines, voire de centaines de signaux qui servent pour le ranking.
Donc attention à pas non plus penser que parce que vous allez optimiser votre LCP, d'un coup vous allez être au top du classement, au top du ranking. Et puis, ça a été dit dans l'article qui a annoncé cette update, hein, il n'y a rien qui va se passer avant 2021. Donc ça sera en courant 2021. Et puis, ce sera progressif. Et est-ce qu'il y aura un impact important comme ont pu l'être les mises à jour majeures comme Panda ou BERT, ou bien pas du tout impactant comme la prise en compte du HTTPS? Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, dans l'article du Google Blog, on dit bien, attention, vous jetez pas forcément dessus tout de suite. Il n'y a pas besoin de s'exciter. Alors, ce que ça veut dire, c'est que pour que ça ait un impact sur une requête, faudrait les Core Web Vitals, il faudrait que à tous les autres indicateurs utilisés pour le ranking identiques par ailleurs, et ben, si vous améliorez la vitesse de votre site, vous avez des chances de passer devant votre concurrent. Si tous ces autres indicateurs sont plus ou moins proches, mais qu'on améliore franchement les perfs de son site pour être largement devant tout le monde, là aussi, vous avez des chances que ça a un impact. Dans tous les autres cas, je pense que ça n'aura pas d'impact. Il y a pas mal de changements apparus dans les outils Google là, suite au lancement des Core Web Vitals, notamment parce que notamment qu'on va retrouver dans la Google Search Console, où avec l'utilisation des nouveaux indicateurs pour positionner la vitesse des URL de votre site et aussi des nouveaux seuils. Voilà. Mais en fait, donc on va retrouver ces Core Web Vitals dans un peu tous les outils Google, mais à mes yeux, le changement le plus important, c'est que Google aujourd'hui communique enfin clairement sur la base d'analyse pour ces critères WebPerf. En fait, là, jusqu'à présent, on hésitait, on conjecturait, on hypothésait, mais en fait, il n'y avait rien de bien tangible, et on pouvait croire que ça venait de Chrome, ou bien de Google Analytics, ou bien de PageSpeed, ou que sais-je encore. Là, au moins, c'est clair. Les données viennent du Chrome UX Report. C'est des données Real User Monitoring, enfin des internautes, pour certains utilisateurs Chrome qui sont prises en compte dans ce classement, et c'est pas des données synthétiques, c'est pas des sondes qui va lancer sur votre site à intervalles réguliers pour mesurer votre site, c'est vraiment des données user. En fait, ça traduit quelque chose, ça traduit un mouvement qui est que Google cherche de plus en plus à se mettre à la place de l'utilisateur et à comprendre comment il interagit avec le site. Donc c'est pour ça que le crawler maintenant fait sa seconde passe de rendering, et que oui, le JS et même les third parties peuvent impacter négativement le crawl. Donc oui, Google voit un site rapide et désormais maintenant sur toutes les dimensions. Et maintenant, essayons de voir un peu ce que ça veut dire un site rapide, et comment les Core Web Vitals trouvent leur place dans les métriques qui étaient déjà existantes. Alors, c'est quoi un site rapide? En fait, il y a plusieurs façons de mesurer la vitesse d'un site. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les métriques, mais voilà, on peut les répartir dans plusieurs catégories. Là, vous avez j'ai essayé de simuler, de décrire, de schématiser un film strip, donc le chargement d'une page au cours du temps avec tous les éléments qui apparaissent et les interactions de l'utilisateur. Donc, on a d'abord des métriques techniques, la plus importante étant le time to first byte, le temps à partir duquel on reçoit le premier requête de la page, mais il y a aussi des nombres de requêtes, des poids de page, des temps de réponse serveur, DOM content loaded, etc. On a ensuite des métriques plutôt liées à l'UX, mais côté affichage. Donc là, le start render, le first paint, le first contentful paint, notre fameux largest contentful paint, et du speed index, bien sûr.
On a, parce qu'une page qui s'affiche vite, ça ne suffit pas. On a aussi des métriques liées à l'interactivité de la page. Quand est-ce qu'on peut cliquer sans être bloqué? Combien de temps on attend quand on clique? Combien de temps le navigateur, au cours du chargement de la page, il a été bloqué? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des... Comment l'utilisateur interagit avec la page? On essaie de comprendre, on comprend ça. On peut imaginer toutes les autres métriques qu'on veut, puisqu'il existe aussi des custom métriques qu'on peut imaginer pour chaque site. Par exemple, on voudrait mesurer à quel moment l'utilisateur clique dans un champ de recherche, à quel moment il choisit un produit dans une liste, à quel moment il met au panier quand il est sur une fiche produit, à quel moment on a fini de charger le slider. Donc ça, c'est hyper important parce que il y a des métriques qui sont fournies par le navigateur et puis il y a des métriques que vous pouvez implémenter qui regroupent une notion fonctionnelle et technique et qui a une vision vraiment 3000 pieds, mais qui permet de bien comprendre et de bien mesurer les bonnes choses. Parce que finalement, ok, temps de réponse serveur, c'est sympa, mais ce que vous voulez, c'est est-ce que l'utilisateur il a réellement fait l'action pour laquelle il était venu. Et donc, ces Core Web Vitals, on les retrouve ici. Donc, on retrouve le Largest Contentful Paint, plutôt une métrique de UX d'affichage. Le FID, plutôt une métrique UX d'interactivité. Et puis, le CLS, qui est plutôt une métrique UX d'affichage. Donc, on n'est pas en terrain inconnu. Et puis, ces métriques, de toute façon, vous avez déjà dû les croiser maintenant depuis quelques mois sur les nouveaux rapports PageSpeed Insights. Donc, ils apparaissent aujourd'hui dans ce qu'on a dans les deux parties Field et Lab, qui est un autre nom en fait pour parler de ce qu'on appelle nous en termes de web perf, Synthetic Monitoring et Real User Monitoring. Donc, la partie Field, c'est plutôt le Real User Monitoring, et la partie Lab, c'est plutôt le synthétique. Donc, il faut que j'explique la différence entre RUM et synthétique, mais ça va aller vite. Synthetic Monitoring, c'est des petites sondes qui font des tests à intervalles réguliers dans des contextes constants et contrôlés. Donc, c'est parfait pour suivre la perf dans le temps parce qu'on n'a pas d'autre chose. Le contexte est toujours le même, il n'y a que le code qui bouge. Bon, mais malheureusement, les robots n'interagissent pas avec la page et donc c'est difficile de mesurer de l'interactivité. Et puis, le Real User Monitoring, ça permet de voir de façon agrégée ou détaillée la perf vue par les vrais utilisateurs. Et là, ça donne en général ce type de courbe quand on agrège toutes les données. Donc, quand on a une distribution de métriques, donc ça peut être n'importe quelle métrique, elles ont à peu près toute la même tête parce que le paysage de vos utilisateurs est très vaste, donc vous avez tous les contextes possibles, des gens qui ont des expériences très rapides parce qu'ils ont le dernier terminal, et puis des gens qui au contraire sont en edge au fin fond de la Creuse avec un vieux téléphone, et là pour eux ce sera plus difficile. Donc juste pour bien comprendre cette notion de distribution, donc ça c'est vraiment ça dit le nombre de gens qui vont avoir une métrique entre telle valeur et telle valeur. Donc ça veut dire aussi que dire mon site a un speed index ou un LCP de temps, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on aurait choisi une valeur sur la courbe et c'est pas possible puisque c'est pas représentatif de l'expérience de tous vos utilisateurs. Donc, en fait, c'est même pas une gaussienne, donc même la moyenne, elle n'a pas beaucoup de sens. Donc, dans ces cas-là, on parle plutôt de percentile. Donc, on va dire, voilà, 90% ou 95% de mes utilisateurs ont un LCP qui est inférieur à 4 secondes, et c'est ça que je vise, ou bien je veux que ça soit inférieur à 2 secondes et demie, puisque je voudrais que 90% de mes utilisateurs soient considérés comme Google comme rapides. On a le percentile qui est un peu particulier, le 50e percentile qui est la médiane qu'on utilise beaucoup aussi. Et puis, on voit aussi tout dans ces courbes, en général, les bots, c'est eux qui font le début de la courbe. Et là, on voit aussi sur cette courbe la bosse.
qui est lié à la superposition de la population mobile et la population desktop. D'ailleurs, quand on optimise un site web, en fait, on ne transforme pas un LCP ou un speed index d'une valeur à une autre. On déplace simplement la courbe, la distribution des utilisateurs de la droite vers la gauche. Et donc, on va emmener plus d'utilisateurs vers des valeurs qui sont plus rapides. Donc j'insiste, hein, c'est important de comprendre cette notion de distribution parce que les Core Web Vitals sont mesurés par Google par des outils RUM. Donc Google, quand il vous présente ces Core Web Vitals dans les rapports PageSpeed Insight, a fait des choix de percentile. Voilà, il a dit, voilà, c'est 75%. Si j'ai 75%, je prends mon percentile 75 et puis je regarde où il est et est-ce que ça donne du rapide ou pas. Il a mis des seuils, on le verra plus tard. Alors, j'ai essayé de lister justement tous les outils Google dans lesquels ces nouvelles métriques sont apparues ou vont apparaître. Ce pas des nouveaux outils, hein, juste ils sont mis à jour. Donc, il y a tous les classiques du plus technique, enfin, du moins technique au plus technique. Le moins technique, c'est Chrome, c'est celui que vous utilisez peut-être tous les jours. Et puis, le plus technique, c'est vraiment les choses comme BigQuery. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a plein d'autres outils de mesure qui existent. Alors, il y a des outils c'est pas tout à fait dans l'ordre. Il y a des outils qui permettent de faire du test ponctuel. Donc, des outils tels que WebPageTest, GTmetrix, Yellow Lab Tools, etc. PageSpeed Insight, Lighthouse en font partie. Des outils de synthetic monitoring. Donc là, il y a pas mal de monde. Il y a des petits Français, nos petits copains d'Airboost et Quanta qu'on aime bien aussi. Et puis, dans la partie Real User Monitoring, alors il y a le Real User Monitoring du pauvre, il y a Google Analytics, il y a le Crux, qui est une partie seulement de RUM, puis il y a une partie des internautes, et puis des solutions comme SpeedCurve ou même Catchpoint qui peuvent faire du RUM, ainsi que Quentin. Allez, revenons à nos fameux Core Web Vitals, mais c'était important de comprendre que ces Core Web Vitals, c'était du Real User Monitoring, donc avec des distributions, donc des percentiles. Concentrons-nous d'abord sur le LCP, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venus. Le LCP, c'est quoi? Donc c'est le moment où dans le viewport, donc traduction française au-dessus de la ligne de flottaison, c'est le moment où dans le viewport, le contenu le plus large a été affiché. C'est un résumé, la définition est beaucoup plus complexe que ça quand il faut implémenter l'algorithme, mais c'est pour que vous compreniez bien un peu ce que veut dire LCP. C'est une métrique importante, du même ordre que le speed index, qui va essayer de mesurer la vitesse perçue par l'internaute, en supposant que l'élément le plus grand pour lui est le plus important. Alors, si l'élément le plus grand de la page, c'est pas le plus important, eh ben, je vous renvoie à ce que j'ai cité sur les custom metrics et à vous de traquer l'apparition de cet élément le plus important. On peut le raccrocher, ce LCP, avec le FMP, le First Meaningful Paint, qui était un indicateur qui a été récemment déprécié, qui voulait mesurer le contenu qui a du sens. Mais bon, c'est pas avéré super possible de savoir ce qui avait du sens sur une page. Donc notez qu'il y a quand même un mouvement de chercher la bonne métrique pour mesurer les bonnes choses. Et donc, ça n'est pas forcément quelque chose qui est figé dans le temps. Si on pourra éventuellement dans le futur essayer d'aller plus loin sur la mesure de la satisfaction utilisateur en construisant par exemple des indicateurs composites à partir de métriques ou bien l'enchaînement des métriques, des espaces entre l'enchaînement des métriques, le nombre de clics que l'utilisateur a fait au moment de son interaction. Bref, on peut aller plus loin. Donc, avoir un LCP rapide, c'est bien sûr important puisque ça rassure l'internaute.
Alors visuellement, ça donne quoi? Là, à comprendre, c'est assez facile. J'ai fait quelque chose de super simple pour que tout le monde comprenne. Donc globalement, ça correspond vraiment à l'élément visible qui est au plus grand élément visible dans le viewport. Et donc là, par exemple, pour cette fiche produit, bien évidemment, c'est l'image produit qui ressort comme LCP et ça paraît sensé. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on a introduit cette métrique? Pourquoi? Eh ben parce que, enfin, pourquoi on avait un speed index qui semblait bien plus complet parce que ça mesure la progression de l'affichage de tous les éléments au cours du temps. Et nous, on est assez attachés à cette métrique. À mon avis, moi, pour moi, c'est juste une histoire d'optimisation. C'est-à-dire que je pense que le LCP a été vu comme une assez bonne approximation du speed index, mais sans la complexité de la mesure apportée par le speed index, où pour mesurer le speed index, on va mesurer le pourcentage de remplissage frame après frame. Là, le LCP, c'est juste une API du navigateur, alors que le speed index, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer. Donc, il y a eu des tentatives de lib pour mesurer ça dans le navigateur, mais c'est difficile à standardiser. Bref, à mesurer, c'est assez facile, même s'il peut y avoir quelques pièges, et ça se mesure assez facilement avec tous les outils classiques. Alors, le premier que j'utilise tous les jours, c'est WebPageTest. On l'a aussi dans Lighthouse, on l'a aussi dans PageSpeed Insight, qui n'est qu'une vue sur les données du Chrome UX Report, et on l'a aussi chez nos amis de Airboost qui ont implémenté ces Core Web Vitals très vite après leur annonce. À noter que le Lighthouse fournit un score et que le calcul du score se base sur une moyenne pondérée de scores obtenus sur l'ensemble des métriques. Donc, ça a changé, la façon de calculer ce score a changé au moment où les Core Web Vitals sont apparus. On est passé de la V5 à la V6. Et on voit là sur cet écran un peu la répartition des différentes métriques. Donc, le LCP aujourd'hui compte pour 25% comme le TBT. Et c'est assez rigolo de faire joujou avec ce calculateur parce que vous allez voir les seuils à partir duquel il considère que le LCP est lent. Vous allez voir si vous avez un très mauvais LCP mais de très très bonnes métriques par ailleurs, jusqu'où vous pouvez aller en termes de score. Bref, je vous conseille d'aller voir ce calculateur parce que c'est assez fun de jouer avec et de voir les scores et les seuils évoluer en fonction des valeurs et de voir combien on pourrait gagner. En plus, ces scores Lighthouse, là, c'est un peu comme les scores PageSpeed sont très prisés par les décideurs, puisque ça vous donne d'un seul coup d'œil est-ce que votre site est rapide ou pas, et ça vous permet de vous comparer à vos concurrents. Alors, on peut aussi voir le LCP dans les DevTools de Chrome. Donc, les DevTools ont été mis à jour pour ça. Il est là au même titre que ce qui est First Paint, First Contentful Paint, DOM Content Loaded et OnLoad. C'est un événement qui remonte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne aussi, quand on clique sur la petite pastille LCP, là, il nous donne le détail. Il nous renseigne sur le type de nœud qui a généré le LCP. Là, on voit que c'est un nœud image, mais ça pourrait être bien évidemment un nœud texte qui est à la source du LCP. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que ce LCP, il n'est pas dispo, enfin, il est dispo actuellement que pour Chrome ou plutôt tous les navigateurs qui utilisent le même moteur que Chrome. Donc, ça veut dire pas de Safari, ni desktop ni mobile, et pas de Firefox. Donc, c'est quand même embêtant de ne pas avoir cette métrique disponible nativement pour ces navigateurs, mais il y a toujours un moment un temps de flottement où il va y avoir l'adoption de nouvelles métriques. Donc, je ne doute pas que dans quelques mois, au pire une année, on aura ces métriques dans tous les navigateurs. Dans l'intervalle, on a une librairie qui permet, donc la librairie Web Vitals, qui est disponible, qui permet de mesurer soi-même
les Core Web Vitals et autres Web Vitals, d'ailleurs TTFB et FCP. Donc ça peut être, c'est vraiment intéressant si vous souhaitez mesurer sans vous restreindre aux utilisateurs Chrome, et surtout si vous voulez remonter dans vos propres outils de Real User Monitoring ou d'Analytics, c'est Web Vitals. Donc ces fonctions-là, cette librairie simule le calcul qui est fait par le navigateur natif dans les Chrome, avec le même algorithme qui définit le LCP. Il y a une extension Chrome aussi, qui est disponible. Donc vous allez sur le Chrome Web Store, vous cherchez Web Vitals. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 utilisateurs. Et chaque fois que vous allez arriver sur une page, il y a un petit pop-up qui va arriver, qui va vous donner les Web Vitals. D'ailleurs, ça peut être pénible d'avoir ce pop-up tout le temps. Donc, plus besoin d'aller dans les DevTools, mais en tout cas, vous pouvez l'avoir, vous, en tout cas, pour votre session, pour votre contexte, vous pouvez avoir ce qu'a mesuré le navigateur. Le rapport Crux sur Data Studio, lui, a carrément fait peau neuve à l'occasion de la mise en place de ces Core Web Vitals. Donc, il embarque 12 pages maintenant sur les Core Web Vitals. Il est assez facilement, on peut assez facilement le mettre en place sur n'importe quel site, parce que Google gère des millions d'origines disponibles. Alors, toutes ne sont pas, si vous avez un tout petit site qui est rarement crawlé, rarement visité, elles ne seront pas forcément disponibles dans le Crux. Mais voilà, il y a presque 7 ou 8 millions d'origines de sites web disponibles. Et donc, vous pouvez avoir des rapports sympathiques qui vont vous donner la répartition du nombre d'utilisateurs qui sont dans des catégories fast, slow et intermédiaires pour chacune de ces métriques. Alors, souvenez-vous, attention, que toutes ces données, ça ne concerne que certains utilisateurs sous Chrome. Souvenez-vous aussi que comme ces données sont ouvertes, on peut accéder aux données de tous les sites. Et donc, vous pouvez consulter aussi les performances de vos concurrents et même construire des dashboards personnalisés sous forme d'avoir des benchmarks sous forme de dashboard. À noter aussi qu'on peut, pour les plus tech, on peut accéder à ces données du Crux via une API. Ça devient un peu plus technique et encore plus technique, on peut, pour les plus téméraires, on peut aller regarder directement dans le dataset du Crux, qui est disponible dans BigQuery. Donc, il suffit d'aller sur GCP et d'ouvrir BigQuery, de ne pas prendre peur et puis de se lancer avec les datasets qui sont disponibles. Donc, ça permet d'historiser, de traiter finement les données qui sont disponibles avec des requêtes SQL. On peut les utiliser comme ça en l'état, ou bien en plus les enrichir avec d'autres sources de données pour vraiment construire des dashboards personnalisés. Voilà. Donc, il y a vraiment, on manque pas de moyens de mesurer ça. Hein. Donc, maintenant qu'on sait le mesurer, reste à l'améliorer. Et donc, pour optimiser le LCP, alors si vous avez bien suivi, on va être plutôt sur des optimisations qui sont similaires à celles qu'on fait pour le Start Render et le Speed Index, avec en plus une notion de taille. Et la première chose qu'on peut faire, à cause de la définition et de l'implémentation dans les navigateurs, c'est qu'il est possible de tricher. Je le dis parce que c'est possible et que ça vaut aussi pour certaines zones métriques, parce que j'ai vu aussi des gens le faire. Mais bien évidemment, je ne vous conseille pas de faire ça. D'abord, c'est pas bon pour votre karma. Et en plus, vous prenez le risque de vous faire pénaliser. Donc, dans le cas du LCP, pour l'instant, comme il y a encore des définitions à affiner, comme un élément qui sort du viewport ou qui est resizé reste comptabilisé tant qu'il est dans le DOM, bon, voilà, facile de faire un fake LCP. Mais comme il est facile de faire un fake onload, un fake start render, etc. Donc encore là,
la définition change régulièrement pour prendre en compte les différents cas. Ce qui est bien, c'est que c'est partagé, c'est-à-dire qu'il y a une page, je crois que j'ai un slide à la fin qui montre cette page, où on voit les changements, la prise en compte des différents cas possibles dans l'algorithme. Donc là, par exemple, sur les Chrome 86 qui vont arriver, un élément avec opacity 0 est plus pris en compte. Alors, dans les grandes lignes, on peut regrouper ça sous 4 catégories pour optimiser. Donc, les temps de réponse serveur, tout ce qui concerne le chemin critique, le blocage du rendu du premier élément, et puis, bien évidemment, le temps de chargement des différentes ressources, et le rendu client, et ça concerne principalement tout ce qui est SPA ou SPA mixte avec du code HTML plus classique. On va retrouver des choses assez classiques dans cette partie LCP, puisqu'on optimise du speed index. Ce ne sera pas forcément le cas pour la partie FID et CLS. Côté temps de réponse serveur, ça semble évident, mais en gros, si votre TTFB est mauvais, n'espérez pas avoir un bon LCP. Hein. S'il faut 1 à 2 secondes pour que votre page HTML arrive sur le navigateur, ça vous laisse quand même assez peu de temps pour construire la page et afficher l'élément le plus important en moins de 2 secondes et demie pour être dans la catégorie fast. Donc la première chose à faire, c'est faire en sorte que le serveur réponde bien. Alors, ça passe par des optimisations back-end, bien sûr, donc mettre en place du cache applicatif, revoir ses sources de données, précalculer des agrégats, dénormaliser des données. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Il y a tout est possible dans ce domaine. Mais voilà, il faut avoir des temps de réponse qui sont bons. Et si vous ne pouvez pas aller plus loin, eh ben, on peut faire plus simple et on peut gérer du cache sur ces pages HTML. Alors, le problème peut être plus complexe que juste dire « tiens, je vais mettre un cache », puisque on peut avoir des millions de pages à cacher, on peut avoir des exigences de fraîcheur ou bien des données trop dynamiques. Sachez que même dans ces cas un peu compliqués, chez Fastorize, on peut faire quelque chose pour vous parce qu'on a des technos un peu avancés. Donc pas de stress. Je vous ai mis un peu de pub sur ce qu'on faisait nativement chez Fastorize. Et on peut aller aussi sur des stratégies de cache plus évoluées avec des choses comme les service workers en mettant des stratégies cache first. Donc il suffit d'aller dans les service workers, la librairie de service workers qui a été faite par Google, dont je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé, et où vous avez toutes les implémentations possibles à disposition, network first, cache first, etc., offline first. Et donc là, on peut mettre un cache first, mais ça reste limité aux gens qui ont donc votre service worker, et donc pas pour la first view et la first visit. Les temps de réponse serveur, ça peut aussi avoir un impact en cas de third party qui est sur le chemin critique. Donc, ça peut être des fontes, des libjs, on voit beaucoup ça, hein, ou bien des solutions de test AB. Et là, je vois deux solutions. La première, c'est le classique, si j'ose dire, preload preconnect, où là, on va pour ce qui est difficilement découvrable par le navigateur, hein, parce que si c'est pour mettre des préloads sur un script qui est juste derrière dans le code HTML, ça n'a aucun intérêt. Mais pour ce qui n'est pas découvrable, des fontes qui seraient dans des CSS qui seraient dans des CSS, mauvais calcul, voilà, utiliser un preload, un preconnect, et puis une solution qui est plutôt sympathique, que moi je préconise fortement, c'est self-hoster, c'est third party sur votre propre nom de domaine. Donc pour éviter, en fait, avec ça, on va éviter toute la connexion DNS, TCP, TLS, et parfois on va mieux cacher que le third party lui-même. On a au moins la maîtrise sur la durée de vie dans le cache. Donc c'est
c'est plus intéressant, vous avez plus la main sur la performance de ces third parties. Chez Fastorize, c'est une technique qu'on appelle unsharding, et on fait ça automatiquement pour tous les domaines critiques, mais vous pouvez le faire avec votre propre reverse proxy cache de votre côté, et c'est pas très compliqué. Sur la partie éliminer les blocages pour le rendu, que dire? C'est des choses ultra classiques, mais bon, c'est toujours bien de les rappeler. Donc, c'est quoi qui est sur le chemin critique? Des JS, des CSS, des fontes. Donc, il faut tout faire pour qu'il y en ait justement le moins possible sur le chemin critique. Et donc, en charger le moins possible si c'est en synchrone, donc limiter la taille de ce qu'on va charger. Donc là, pour ça, on va minifier, on va compresser, on va stripper les fontes, ou bien charger le plus possible de façon asynchrone ou différée. Donc, sur la partie taille, voilà, vous avez la liste, il manque le stripping et le subsetting des fontes. Et sur la partie chargement asynchrone, alors là, il y a vraiment c'est des choses un peu plus avancées. Comme le chargement asynchrone du CSS. Donc, il y a une librairie qui s'appelle Load CSS qui, avec du onload, permet de rendre le CSS non, enfin, de charger du CSS de façon asynchrone. Donc ça, c'est à réserver pour du CSS qui est pas forcément utile pour le premier rendering. Et puis, vous pouvez en plus coupler ça à du critical CSS, donc inliner du critical CSS, c'est-à-dire ne prendre que le CSS qui est utile pour le premier rendering de la page, et l'inliner directement dans le code HTML. Et donc là, vous avez le meilleur de la technique de CSS, où là, vous allez n'avoir qu'un petit peu de code CSS à charger, et sans faire de requête à votre serveur. Donc, idem pour le JavaScript, différer au maximum et limiter la taille de tout ce qui est sur le chemin critique. C'est important parce que il y a des fois, on oublie que dans le JS, il y a à la fois, il y a trois choses, hein. Il y a le download, le parsing, et puis l'exécution. Et on prend en compte que très souvent que l'exécution, parser 1 méga de JavaScript sur un vieux téléphone, eh bien, je vous assure que ça ne rend pas les choses plus rapides. Pour les fontes, c'est pareil, on peut les charger aujourd'hui de façon non bloquante, et puis les compresser au format Brotli, au format, pardon, WOF2, qui est ce qui correspond au format Brotli, en fait. Alors, je ne rentre pas dans les détails de chaque optimisation, il y en a tellement que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul. Pour les autres métriques des Core Web Vitals, comme on sera dans du un peu moins classique, j'espère qu'on pourra aller plus loin dans le détail des optimisations. En termes de chargement des ressources, bien évidemment, il faut que toutes les ressources qui vont impacter le calcul du LCP soient chargées le plus rapidement possible. Et donc, pour ça, on a toutes les optimes classiques, comme la compression des images. Alors, attention à faire ça bien, s'il vous plaît. On a compression, bien sûr, des fichiers texte, y compris le JSON, hein, parce que des fois, on a croisé des JSON de 1 mégaoctet qui étaient non compressés, tout de suite, ça ralentit un peu l'expérience utilisateur. Et puis mettre du preload. Alors, attention à ne pas en abuser, attention à ne pas mettre des choses qui ne servent à rien. Par exemple, on voit des fois des preloads de fonte qui sont pas utilisés par la suite dans la page. Bon, c'est un peu dommage, ça prend un peu de bande passante pour rien, justement, quand on est sur le chemin critique. Donc, ça permet de dégrader la perte de 100-200 millisecondes, c'est toujours ça. Et puis, on a des optimes un peu plus avancées qui vont vous demander pas mal de boulot, mais qui sont vraiment payantes, à savoir servir du contenu spécifique par contexte. Donc, par exemple, servir des images basse résolution à des utilisateurs qui seraient en Edge, ou bien limiter le chargement des third parties quand on constate que l'expérience utilisateur elle est déjà fortement dégradée sur le début du chargement de la page.
Puis bien évidemment, si vous avez déjà mis en place des service workers, vous pouvez utiliser ces service workers pour cacher des contenus statiques, et notamment un truc qui est très efficace, c'est pour les fonts. Le cas des SPA, des Single Page Application, ou des sites qui ont des mix de SPA et de plus classiques. Alors là, en général, le problème, ça va être le gros bundle JS qu'on n'arrive pas à splitter. Bon, alors on n'arrive pas à le splitter, mais il va falloir quand même faire quelque chose pour ce JS. Alors, il faut bien sûr le minifier et le compresser, je le dis, mais bon, parce qu'on peut encore croiser des choses qui ne sont pas minifiées, mais parce que là, c'est des défauts. En général, c'est des défauts de configuration, parce qu'il y a tous les outils Webpack, Groundgulp, etc., qui permettent de faire ça bien. Et en général, c'est juste une erreur dans la CI ou dans le processus de déploiement qui fait qu'on oublie de minifier quelque chose. Et puis, surtout, faut les îloder. Donc, il faut essayer de les îloder tout ce qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas immédiatement nécessaire au rendu de la page et à l'interaction avec la page. Et donc, il y a aujourd'hui des frameworks qui font ça très bien avec un peu de configuration. Bien sûr, c'est pas complètement trivial, mais il y a des choses qui existent dans les Next, Vue, etc., qui sont à votre disposition. Il faut aller creuser. Il y a souvent tout un tas de plugins qui existent et qui permettent d'obtenir des résultats sympathiques. Et puis enfin, il y a toutes les techniques de server-side rendering. Alors, la plus efficace pour le LCP, c'est vraiment la pré-génération côté serveur, donc c'est ce que j'appelle statique SSR, où là, on va être sur du code HTML classique, mais par contre, ça reste très complexe à mettre en place. Si vous avez des millions d'URL qu'il faut pré-générer ces pages, c'est compliqué. Mais de toute façon, avec ces SPA, je trouve que toutes ces techniques ont un inconvénient. Quand c'est pas sur le LCP, c'est sur une autre métrique, et quand on essaye d'améliorer le LCP ou le FCP, pouf, on a un TTI qui explose parce que le bundle JS est reporté bien plus tard quand on fait la réhydratation, et que ça lance, enfin ça reporte le TTI très très loin. Donc pas de solution incroyable, à part voilà, plutôt faire du serveur rendering classique, peut-être, mais en faisant très attention au temps de génération côté serveur. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Donc en conclusion, en ce qui concerne le futur de ces métriques, John Mueller chez Google a laissé entendre que les critères de vitesse pourraient devenir plus granulaires, peser davantage dans le ranking SEO en 2021. On verra. Par contre, c'est clair que ça, c'est en ligne avec la communication générale de Google sur l'importance de l'UX en 2021. Donc ça confirme que même si il n'y a pas une urgence incroyable, ça confirme quand même qu'il faut se pencher sur le sujet dans les prochains mois. Pour la première fois, il y a un truc qui est vraiment sympathique, c'est que au moins cette initiative, elle est plus ouverte que les précédentes. C'est-à-dire que quand en 2010, on nous a dit la vitesse va être un critère dans le ranking, tout le monde s'est posé la question, oui, mais comment, pourquoi? De la même façon que le HTTPS, oui, mais comment, pourquoi? Comment on peut calculer l'impact? Là, il y a un peu plus d'ouverture, notamment sur les métriques utilisées, sur la façon dont elles sont collectées, la façon dont elles sont implémentées, calculées. Et donc, je vous ai mis la page du source code de Chromium, où on liste les différentes évolutions du LCP. Et donc, on peut voir que, oui, effectivement, il y a des cas qui n'avaient pas été prévus au début, et qu'on va prendre en compte par la suite. Donc, à retenir, améliorer ses Core Web Vitals, c'est important. Ça a un impact sur l'UX.
et potentiellement sur le SEO. Donc, il faut faire ça pour vos utilisateurs. Et puis, comme Google se rapproche de vos utilisateurs, il faut ça aura un impact sur le SEO. Le LCP, c'est une métrique parmi les autres. Donc, n'oubliez pas qu'il y en a plein d'autres aussi, des métriques. Hein. Donc, il faut pas, si on optimise que pour une métrique, on va obtenir peut-être des bons résultats, mais on risque de dégrader certaines autres. Donc, c'est un travail de fond. Donc, on ne va pas juste optimisé pour le LCP, c'est particulièrement vrai pour les SPA. Mais vous avez vu les optimisations que j'ai décrites. Donc, globalement, c'est des optimisations qui vont vous servir pour tout le chargement de la page, toute l'expérience avec la page. Donc, si vous faites les optimisations, vous allez globalement gagner sur le LCP, mais aussi sur les autres métriques. C'est immédiatement disponible dans quasiment tous les outils. Je n'ai pas vérifié chez les gros type Dynatrace, New Relic, etc. Mais vu le mouvement, vu l'ampleur du mouvement, je pense que ça ne tardera pas. Et vous avez vu aussi que ça demande beaucoup de travail d'optimisation. Donc à vos claviers ou bien contactez-nous. Et puis surtout, et moi je le dis, je le répète constamment, la WebPerf, c'est un chantier permanent. Donc on ne peut pas faire ça en mode commando. Comme le SEO, c'est un chantier permanent. Et bien la WebPerf, c'est un chantier permanent. Donc il faut se tenir à jour. Il faut suivre l'évolution des outils, des définitions, des usages, etc. Et d'ailleurs, ça me fait ma transition pour la fin, puisque si vous voulez vous tenir au courant, nous on fait alors bien sûr, on produit énormément de contenu, donc je vous invite à aller sur notre blog, je vous invite à lire, à télécharger tous les livres blancs qu'on fait, notamment sur Parties, les études WebPerf par un secteur, les Core Web Vitals, et on fait la suite de ce webinaire sur les deux autres métriques qui composent les Core Web Vitals, à savoir le Cumulative Layout Shift, les trucs qui se décalent et qui enquiquinent tout le monde, et puis le First Input Delay. Donc ce sera le 13 octobre, la veille de mon anniversaire, et le 5 novembre, le 5 novembre, ouais, c'est pas mon anniversaire, mais bon. Voilà, je crois que j'ai fini. Je tiens à peu près le temps. On a le temps on a autant de temps que vous voulez pour des questions. Donc à vos claviers. Merci Stéphane, c'était intense, très fourni. On a eu plusieurs questions, donc on va les prendre petit à petit. Alors déjà, merci à Jordan qui a répondu sur le chat à quelques questions déjà. Mais je propose qu'on les reprenne aussi en live. Ça permettra de ceux qui n'ont pas forcément vu la réponse sur le chat d'avoir ta réponse. Alors, on commence par la question de Romain qui nous dit on a l'habitude de lire, entendre que les percentiles choisis par Google sont souvent pessimistes. Quel est ton avis là-dessus? Eh ben, ça a changé. C'est-à-dire que les percentiles qui étaient choisis. J'ai fait un webinaire sur PageSpeed Insight il y a quelques mois qui expliquait bien ça et qui effectivement disait que les percentiles choisis au début étaient très pessimistes. C'était des 90 percentiles, 95e percentiles, donc c'était pas très représentatif de la population. Je crois que sur les Core Web Vitals, on est plutôt c'est des 75e percentiles. S'il y a des spécialistes dans l'assistance qui me corrigent, mais il me semble que c'est ça. Ok, merci. Donc, n'hésitez pas à réagir sur le chat si vous le souhaitez. Ensuite, on a une question de Quentin qui demande s'il existe un outil pour identifier clairement l'élément considéré comme le largest contentful paint ou est-ce qu'il doit partir du principe que c'est l'élément le plus lourd de la page? Attends, tu peux me répéter? Il demande comment identifier le largest contentful paint. Quel est l'élément considéré comme le largest contentful paint? Non, ce n'est pas l'élément le plus lourd. C'est l'élément, en résumé, je vous ai fait un résumé,
mais en fait, l'algorithme est un peu plus complexe que ça. Donc dans le livre blanc, il me semble qu'il est un peu plus détaillé. Donc, c'est pas l'élément le plus lourd, c'est l'élément qui prend le plus de place à l'écran. D'accord? Ça peut être du texte. C'est pas forcément une question de poids. Donc, ça peut être du texte. Et c'est du texte stylisé, enfin, donc, sur lequel on a appliqué la fonte. Donc, ça peut être un élément, ça peut être une vidéo, non, ça peut pas être une vidéo, ça peut être une image, c'est pas une, ne sont pas que ça soit des SVG, ça peut être un élément de type bloc. J'ai pas tous les détails en tête, mais c'est, ah oui, une chose que je vous ai pas montré, c'est que dans votre page test aujourd'hui, on vous montre à quel moment il y a eu un changement dans le LCP et à quel moment dans le film strip. Si vous regardez le film strip sur votre page test, vous allez voir des différentes couleurs autour des captures d'écran et ça vous indique à quel moment il y a un décalage, donc c'est pour le CLS, et à quel moment on a un événement LCP. En fait, ce qui se passe, c'est comment le navigateur calcule. Il va collecter différentes entrées. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans le viewport et qui est plus gros que la précédente entrée, il va dire « Ah tiens, c'est ça mon LCP ». Mais s'il y a quelque chose qui arrive derrière et qui est aussi visible et qui est plus gros, hop, on ajoute une entrée. Donc on prend la dernière entrée qui est dans toute cette liste. Donc c'est vraiment une question de taille à l'écran, pas de poids. Et du coup, il demandait l'outil pour identifier cet élément. Alors, il y a... Oui. Dans les DevTools, on peut voir le LCP, on a sur la timeline le LCP, on sait quel type de nœud c'est, et avec les libs aussi, on peut aller chercher justement toutes ces entrées dont je parlais dans la liste. On peut mettre ce qu'on appelle un performance observer et regarder on peut observer le type largest contentful paint, ça va nous donner une liste, on va avoir tous les éléments et on aura le dernier élément qui a été choisi pour le LCP. Ça marche, merci. Alors, on a plein de questions qui arrivent. Donc, je veux être sûre de ne pas en louper. Daniel nous demande il nous dit les données Crux dans BigQuery sont très agrégées. Est-ce qu'il y a un moyen d'accéder à des données plus fines, par semaine ou par jour? Oui, dans BigQuery. BigQuery a des données moins agrégées. Il y a en fait, le Chrome UX Dashboard se base sur les datasets summary. Mais il y a des données de HTTP Archive qui sont moins agrégées, mais qui sont accessibles dans BigQuery, mais du coup ça consomme pas mal le modèle de BigQuery, c'est sur le volume de données, et donc ça consomme pas mal de volume de données. Attention, c'est un outil qui est sympathique, mais ça reste un outil limité à la population Chrome, quoi. Donc notamment pas mobile Safari. Ça marche, merci. On a Kat qui nous demande quel est, selon toi, un bon temps de réponse serveur. Un bon temps de réponse serveur, ça dépend si vous êtes... alors je vais déjà éclaircir la notion de temps de réponse serveur. Le temps de réponse serveur, on peut le mesurer de plusieurs façons différentes. Si on est à la sortie du serveur, un bon temps de serveur, ça devrait être instantané, ça devrait être 40 millisecondes, enfin quasi instantané, 30 à 40 millisecondes. Et sur un temps, si on prend en compte le TTFB, si on parle plutôt de time to first byte, qui prend en compte la latence qui prend en compte la latence de la connexion, ça dépend. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt tendance à penser que voilà, en 4G, on doit être autour un bon temps de réponse, ça veut dire qu'il sort
un temps de réponse d'un cache, ça doit être dans les 300 millisecondes, et puis en ADSL, on doit être dans les 120 millisecondes. C'est juste le temps de faire le temps de réponse serveur plus le temps de faire l'aller-retour. Super. On a encore pas mal de questions, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sans en oublier. Romain nous demande, dans le cadre d'une plateforme qui bénéficie de moteurs de cache avancés, les indicateurs issus du Crux, est-ce qu'ils sont plutôt calculés sur les pages cachées ou non cachées? Ça dépend du cachit ratio, ça dépend de la répartition entre pages cachées et pages non cachées. Donc le fait que ce soit caché ou pas caché n'a pas d'incidence sur la remontée de la métrique. C'est une métrique qui est remontée côté navigateur. Donc le navigateur, à un moment donné, de toute façon, quoi qu'il arrive, il charge la page, qu'elle soit cachée ou pas cachée. Ça marche. Selon toi, comment va évoluer cette métrique, sachant que pour l'instant, elle n'est pas adaptée pour les sites qui font de la vidéo, par exemple? Oui, alors pour les sites qui font de la vidéo, il me semble qu'il y a une histoire de vignette qu'il faut mettre en place pour que ça soit pris en compte. Je ne me rappelle plus quel est l'attribut dans le code vidéo. Il me semble qu'il y a un attribut vignette. Je pourrais regarder après, mais on peut le forcer à prendre cette vignette comme étant le calcul du LCP, comme étant utilisé pour le calcul du LCP. D'accord. Donc, Audrey, j'espère que ça vous aura aidé. On nous demande, donc, a priori, il n'y a pas d'optimisation dédiée pour... il n'y a pas vraiment des optimisations qui existent juste pour optimiser le LCP, mais c'est plutôt des optimisations générales qui servent à optimiser les... Donc, oui. Là, pour le coup, dans le cas du LCP, alors il y a quand même des feintes, c'est-à-dire que le texte, si vous avez une page avec un slider, avec un gros morceau de texte, ça va vous demander des optimisations spécifiques pour ces deux cas. Pour le slider, à quel moment on a le LCP, est-ce que c'est la dernière image du slider? Est-ce que pour le texte, il faut faire attention à quand est-ce qu'arrive la police? Enfin bref, oui, il y a des optimisations. Oui, vous l'avez vu, c'est des optimisations génériques, mais il faut prendre quand même en compte le mode du calcul du LCP et puis la taille de vos éléments. Donc ce qui est le plus complexe peut-être, c'est de déterminer quel est le LCP. Moi, j'ai eu le cas récemment où je ne comprenais pas pourquoi j'avais un LCP qui correspondait pas à ce que moi je voyais sur la page et qui me semblait être l'élément le plus large sur la page. Donc c'est ça qu'il faut traquer. WebPageTest peut aider avec ses couleurs dans le filmstrip, et puis un bout de JavaScript qu'on retrouvera dans le livre blanc, là je crois, avec les performances observer, peuvent permettre de savoir quelle élément qui a déclenché l'entrée du LCP. Enfin, la mesure du LCP. ça marche. Je reviens sur la question avant à propos de la vidéo. On nous demande si ce serait l'attribut poster. Oui, c'est ça. Hop. Une question de Vincent. Donc non, je n'ai pas zappé votre question. Je vais la garder pour un peu plus tard. Donc son LCP, c'est une diapo. Il load la première image en HTML pour aller plus vite, puis il unload pour loader le diapo, et une fois que tout ça est loadé, il remplace l'image par le diaporama. Alors, 1, est-ce que c'est considéré comme de la triche? Et 2, est-ce qu'en faisant cela, son LCP part sur un autre élément? Alors, ça, c'est sûr que c'est pas considéré comme de la triche.
C'est une optimisation WebPerf que je conseille à tout le monde quand on a un slider. Mais pourquoi le LCP part sur un autre élément? Parce que peut-être que l'image est supprimée du DOM. Et donc, du coup, ce qui est dans l'algorithme de calcul du LCP, il faut que… Alors, c'est bizarre. Le plus gros élément qui est arrivé en dernier dans la liste de performance entry, s'il sort du viewport, il reste considéré comme le dernier élément, le LCP. Mais par contre, s'il sort du DOM, il sort du calcul. Donc, peut-être il faudrait tester si cette image-là, au lieu de la supprimer du DOM et le remplacer par le diaporama, la sortir du viewport, la mettre de côté. C'est une suggestion comme ça. Hein. Je ne connais pas forcément bien le contexte, mais voilà, c'est la première réponse que j'aurais. Merci Stéphane. Alors, Gabriel nous demande, au début de la présentation, tu as présenté la stat des 3 secondes, et il demande si c'est avec une connexion 3G ou 4G, car beaucoup d'outils sont encore en 3G, mais en France, on est plutôt en 4G. Je pense que c'est indépendant de la 3G ou de la 4G. C'est juste une réaction utilisateur. Alors, le 53%, là, c'est une étude de double-clic d'il y a quelques années qu'on utilise depuis, je crois, 2016 ou 2017. Et il n'y avait pas de spécificité 3G ou 4G. Dans tous les cas, c'était peu importe que vous soyez en 3G ou en 4G. En 3G, effectivement, si vous voyez le petit icône 3G, vous allez être un peu plus tolérant face à un site qui est lent. Mais quand même, il y a une question d'habitude. C'est-à-dire que vous vous habituez et on s'habitue tous à avoir des sites rapides. Et donc, indépendamment que vous soyez en 3G ou en 4G, et même, je crois qu'il y a une modification des comportements. Si vous voyez un jour que vous êtes en edge, vous allez dire, OK, je vais pas aller consulter ce site parce que de moi-même, je sais que ça va être lent et ça va être l'enfer. Ce qui n'est pas le cas dans plein d'autres pays où les connexions sont bien meilleures. Hein. Enfin, sont bien moins bonnes. Ça marche. Nicolas nous dit que son LCP remonté par Lighthouse est un ensemble de plusieurs éléments. Est-ce que ça pourrait venir d'une mauvaise sémantique HTML ou éventuellement autre chose? Ouais, ça peut. Parce que c'est une question d'enchaînement de nœuds dans le DOM. Donc potentiellement, s'il voit que des… là, je ne saurais pas dire, c'est un peu compliqué comme question. Il faudrait voir réellement dans la page et comment est fait son DOM, mais comment est fait le code HTML. Mais oui, clairement, ça peut venir d'une mauvaise sémantique HTML. Il faudrait, là, pour le debug, il faut chercher comment a été calculé, enfin, quelles sont toutes les différentes entrées qui ont conduit au LCP. Quoi. Merci. Une question de Johan qui nous demande, à partir du moment où on met en place une optimisation, est-ce qu'on voit les résultats dès le lendemain sur les outils comme PageSpeed Insight, GTmetrix, Lighthouse? Oui et non. Oui, si c'est du synthétique monitoring, c'est-à-dire que vous avez un outil qui va tester le site dans un contexte donné, vous modifiez votre site, le contexte n'a pas changé, vous allez voir une amélioration si tant est que votre optimisation produit une amélioration. Et sur PageSpeed Insights, moins, parce que c'est la combinaison de données Real User Monitoring, donc CRUX, qui met du temps à mettre à jour ces données, et de données Lighthouse, des données lab, des données synthétiques. Et donc, les données Lighthouse, elles vont être a priori mises à jour assez rapidement.
enfin même en temps réel, et les données Crux mettent du temps à se mettre à jour. On arrive sur les 3 dernières questions. Jordan nous demande, est-ce que les gains obtenus via de l'uncharting sont aussi bons lorsqu'on utilise le domaine principal, non, lorsqu'on n'utilise pas le domaine principal, mais un sous-domaine, notamment avec les images hébergées sur un autre domaine? Alors, attends. Est-ce que les gains obtenus via l'uncharting sont aussi bons en n'utilisant pas le domaine principal, mais un sous-domaine? Ça dépend, parce que ça dépend si ce sous-domaine là pour les statiques il est sur où est-ce qu'il est placé dans le chemin critique. Et en fait, c'est surtout ça où ça joue, c'est comment on fait pour il faut qu'il y ait le moins possible sur le chemin critique qui va produire le start render à un moment donné. Si on a une connexion TCP, DNS, TLS, et ben, du coup, parce qu'on a un autre nom de domaine, du coup, on va perdre potentiellement entre 100 et 200 millisecondes selon le contexte dans lequel ça peut des fois être plus. Donc, l'uncharting ou le self-hosting fonctionne sur un domaine secondaire, mais s'il est utilisé très haut dans la page, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que, enfin, ça a de l'intérêt parce que si vous avez des multiples third parties ou des multiples libs hébergés sur CDNJS ou que sais-je, bah oui, effectivement, l'uncharder sur un seul domaine qu'on aura essayé de préconnecter au moins dans les headers HTTP et qu'on essaye d'envoyer le plus rapidement possible ces headers HTTP, oui, ça peut aider, quoi. Merci. On termine avec les 2 questions de Anthony. Alors, il parle du graphique en pyramide au tout début, où on indique que la rapidité des sites web est une exigence pour les utilisateurs. Il demande la source de cette pyramide. Si tu l'as en tête, sinon je peux t'aider à répondre. C'est à toi que s'adresse cette question. C'est le rapport Speed Matters volume 3 de Google. Voilà. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous envoie ce rapport, Anthony, vous me faites signe hors webinaire et je vous l'enverrai. Et il nous parle de Conforama, donc qui est un de nos clients et qui demande combien de places à la louche a gagné Conforama dans le classement du JDN et s'il a gagné. Non. Ah non, oui, j'ai mal interprété. S'il a gagné dans les résultats de Google. Et dans les résultats Google, je serais incapable de le dire. Et puis, bien malin qui pourrait le dire s'il n'y a pas un outil de suivi par mots-clés, quoi. Donc, il ne me semble pas qu'ils fassent ce suivi aujourd'hui. Donc, je suis incapable de vous dire s'ils ont gagné quelque chose. Par contre, je peux vous dire que depuis qu'ils utilisent Fastorize, le site cartonne. Et j'ai des tonnes d'anecdotes sur le fait que ça cartonne. On a pendant les soldes de l'année dernière, on a fait un travail sur les third parties et on a dégagé un certain nombre de third parties et on a fait des progressions de chiffres sur Android, parce que c'était là-dessus que ça ramait le plus de 100%. Donc, il n'y a pas débat. Et en termes de vitesse pure et classement, sur le classement du JDN, je crois qu'ils sont remontés à la 6e place, alors qu'ils étaient dans les 30 derniers, quoi. Donc, exactement. Une belle remontée dans le tableau de JDN, en effet. Merci beaucoup, Stéphane, pour toute ta présentation et tes réponses. Tu as aussi beaucoup de merci de tout le monde parce que ça a été très clair, visiblement. Je vous rappelle juste donc que sur le chat, je vous ai mis le lien vers une enquête de satisfaction pour avoir vos retours, pour qu'on puisse aussi adapter nos prochaines sessions. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Je vous l'enverrai aussi. Merci Jordan, je vois qu'il a bien répondu à toutes les questions. Merci beaucoup.
J'ai pas été, juste pour préciser, hein, j'ai pas été très loin dans l'algorithme de calcul du LCP. C'est-à-dire comment on fait, on regarde les performances employées, etc. Et le détail du calcul du LCP, parce que je pense que c'était au-delà de la portée de ce webinaire. Ça marche. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane. Et Et ben, de merci rien. à vous tous. Et donc, mardi dans 3 semaines, c'est ça? Quelque chose comme ça. Donc, mardi 13 Voilà. octobre à 11h30 pour parler du CLS. Normalement, il y aura l'iPhone 12 et le webinaire de Core Web Vitals. Parfait. Parfait. Merci Allez, à tous. merci à tous. Merci d'être restés si longtemps. Au revoir.